les figures de style et leur effet. Alors c'est là que vous avez souvent un problème. En effet, vous repérez les figures de style, mais vous me dites toujours que vous avez du mal à les analyser. Vous ne comprenez pas quel est l'intérêt de la figure de style. Et donc dans ces cas-là, vous risquez de tomber dans la paraphrase. Vous essayez de reformuler maladroitement la figure de style et vous n'arriverez jamais à dire ce que l'auteur a dit de façon habile et réfléchie. Et là, vous vous perdez dans l'étude de la forme des figures de style et vous oubliez l'intérêt par rapport au sens. Donc pour ne plus tomber dans ces pièges, vous devez toujours garder à l'esprit le schéma suivant. Donc vous prenez la citation exacte de la figure de style. Vous repérez ce que c'est comme figure de style, si c'est une métaphore, etc. Je vais vous faire la liste dans peu de temps. Et ensuite, vous devez toujours vous demander quel est l'effet produit dans le texte, dans la phrase. Et vous allez me dire, mais comment je fais pour trouver l'effet produit? Tout simplement, vous vous servez de la définition de la figure de style et vous cherchez ce qu'elle apporte au sens du texte. Et là, je vais rentrer dans le détail et vous donner toutes les figures de style, ou en tout cas les plus importantes, et l'effet qui est produit, parce que je sais que c'est vraiment votre problème. Alors, je vous précise quand même que j'ai choisi de faire des exemples assez simples pour que vous compreniez bien. Si vous voulez des exemples issus d'œuvres littéraires, il suffit de vous reporter à mon Instagram où je donne plein de figures de style dans les œuvres au programme. Cette parenthèse étant refermée, je passe à mes figures de style. Premier type de figure de style, les figures d'analogie. Qu'est-ce que l'analogie? C'est la ressemblance. Donc ce sont toutes les figures qui vont évoquer une ressemblance entre deux objets ou deux réalités. Première figure de style, la plus facile, la comparaison. Par exemple, il est rouge comme une tomate. Vous voyez bien qu'on associe la couleur à un fruit qui a cette couleur précise. Donc c'est pour que l'esprit saisisse bien sa couleur. Donc l'effet produit, il est différent selon le contexte. Par exemple, c'est pour faire comprendre quelque chose, ou alors pour exprimer un jugement, pour susciter une émotion, pour faire naître un univers. Là, il faudra le déterminer selon le contexte. Deuxième figure de style, la métaphore. C'est la même chose qu'une comparaison, à part qu'il n'y a pas l'outil de comparaison. Il n'y a pas le mot comme ou le mot tel que. C'est à votre esprit de trouver la relation entre les deux. Et l'exemple que l'on a l'habitude de donner, c'est le rideau de pluie. Sous-entendu, la pluie fait comme un rideau. Alors là, ce seront les mêmes effets que la comparaison, ce qui est logique puisque la seule différence, c'est l'absence d'outil de comparaison. Ensuite, on a ce qu'on appelle la métaphore filée. En fait, c'est une succession de métaphores qui portent sur le même thème. L'auteur va filer sa métaphore tout au long du texte. Il va la réutiliser dans différentes expressions. Donc ça va être les mêmes effets que la métaphore, mais en plus, cela va donner une unité au texte et ça peut aller jusqu'à ce qui s'appelle l'hypotypose. L'hypotypose, c'est une figure de style qui donne un tableau vivant au sein d'un texte. Ensuite, on a la métonymie. Alors c'est prendre le contenant pour le contenu, la partie pour le tout. Exemple très simple. Vous dites, je vais boire un verre. Mais si vous réfléchissez, vous ne buvez pas le verre, vous buvez le contenu du verre. Ou alors, dans les textes littéraires, vous avez les adversaires croiser le fer. En fait, ils ne croisent pas le fer, c'est la matière des épées. À quoi sert la métonymie? En fait, elle propose une vision qui est plus concentrée sur une caractéristique de l'énoncé. Ensuite, on a ce qu'on appelle la périphrase. Alors, péri, ça veut dire autour. Périphrase, c'est toute une expression autour. En fait, cela signifie qu'on utilise une expression à la place d'un mot précis. Par exemple, quand on dit l'astre de la nuit, en fait, on parle de la lune. L'astre du jour, on parle du soleil. Donc, cela met l'accent sur une qualité particulière. Et donc, cela peut aussi participer à l'ironie, à l'emphase, c'est-à-dire à l'exagération. Si je vous dis tous les jours je prends mon carrosse céleste pour aller travailler, vous voyez bien que j'en fais des tonnes pour parler de ma voiture. Donc vous voyez quel est l'effet produit dans le texte.
Ensuite, on a ce qu'on appelle la personnification. Alors, la personnification, elle consiste à attribuer des caractéristiques humaines à des objets ou à des végétaux. Par exemple, l'arbre pleure tandis que les feuilles se lamentent. Donc, vous voyez bien que les verbes pleurer et se lamenter ne peuvent normalement être attribués qu'à des êtres humains. Or là, ils s'appliquent à l'arbre et aux feuilles. Quel est l'effet de la personnification? Eh bien, tout simplement, c'est de rendre le texte plus vivant ou alors plus saisissant. Ensuite, on a l'allégorie. Qu'est-ce qu'une allégorie? C'est la représentation concrète d'une idée abstraite. En clair, quand on parle de la faucheuse, on évoque la mort, vous savez, avec la faux. Et cela permet de donner au texte une dimension symbolique. Cela met en scène une idée et cela en propose une vision frappante. Vous voyez bien que la faucheuse, tout le monde a à l'esprit l'image de la mort avec cette faux qui est une image assez frappante que l'on garde en tête. Deuxième type de figure de style que vous pouvez rencontrer, ce sont les figures d'exagération ou d'atténuation. Donc, une figure d'atténuation, l'euphémisme. Que permet l'euphémisme? Il permet d'adoucir une réalité qui est cruelle. Par exemple, quand on dit « elle a disparu »,« elle s'est éteinte », on veut en fait dire que la personne est morte. Simplement, on adoucit parce que le mot « mort » est plus violent. Ou alors, quand on dit « le troisième âge », on renvoie au vieux. Mais vous voyez bien que cela adoucit de parler du troisième âge par rapport à dire les vieux. Donc l'euphémisme, il permet de dissimuler une réalité qui est choquante ou gênante, souvent par pudeur. Ensuite, on a la litote. Alors la litote, c'est dire le moins pour suggérer le plus. Et normalement, on vous cite le fameux « va, je ne t'ai point » de Chimène qui veut dire « je t'aime ». J'ai choisi de prendre un exemple plus simple et peut-être plus parlant. Quand on dit « il n'est pas bête », en fait, ce qu'on veut faire ressortir, c'est qu'il est intelligent. Donc, on utilise une forme un petit peu adoucie, mais en fait, c'est pour faire ressortir l'intelligence de la personne. Donc, c'est pour donner plus de poids aux paroles. Si je dis « il n'est pas bête », je sous-entends qu'il est très intelligent, en fait. Ensuite, on a l'hyperbole. Qu'est-ce qu'une hyperbole? C'est tout simplement une exagération. On en utilise beaucoup dans le langage oral. Quand vous dites « je meurs de faim », non, vous ne mourrez pas de faim, vous n'allez pas mourir, tout va bien. C'est simplement une forme d'exagération, d'emphase. Donc là, quand vous dites « je meurs de faim », c'est pour insister sur votre état, mais on peut s'en servir aussi pour se moquer. Enfin, dans les figures d'exagération, on a la gradation. La gradation utilise des termes de plus en plus forts. C'est une gradation croissante ou de plus en plus faible. C'est une gradation décroissante. Par exemple, j'arrive, je cours, je vole. Donc vous voyez bien que là, on est en gradation croissante. Là encore, c'est une forme d'exagération, d'emphase, pour donner plus de force au propos. Et vous voyez qu'elle est basée sur un rythme ternaire ici. J'arrive, je cours, je vole. Un rythme ternaire qui lui aussi permet de mettre en valeur le propos. Et l'on continue notre tour des figures de style avec les figures de construction. Donc ce sont les figures qui vont être plus tournées sur la construction des phrases. Première figure de style de construction, l'anaphore. Qu'est-ce que l'anaphore? C'est la répétition de mêmes mots en tête de vers ou de phrases. Par exemple, bientôt je vais partir, bientôt je vais dormir. Donc vous voyez bien que en tête de mes deux phrases, j'ai mon bientôt, bientôt. Donc j'ai une anaphore. Que permet l'anaphore? Elle permet de créer un rythme cadencé, un effet d'écho qui permet de renforcer une impression ou alors un argument. Elle permet de persuader. Je ne sais pas si vous vous souvenez du discours de François Hollande, moi président, je, qui était basé sur l'anaphore. Donc c'était vraiment pour persuader les électeurs. Ensuite, nous avons le parallélisme. Alors, qu'est-ce que le parallélisme? C'est une répétition de la même
construction. Par exemple, quand je dis le chat miaule, la fille pleure. Si je regarde, sujet-verbe, sujet-verbe. Donc j'ai la même construction grammaticale. Pourquoi? Parce que l'auteur cherche à mettre en relief une ressemblance, une opposition, en tout cas mettre en évidence les mots du texte qui sont mis en parallèle. Là, le chat, la fille miaule, pleure. Pour montrer ici dans mon exemple une sorte d'accord entre le chat et la fille. Ensuite, on a l'anacolute. Alors, ce mot barbare évoque une rupture dans la construction de la phrase. C'est-à-dire que si vous construisez mal votre phrase, on va vous dire « vous ne savez pas construire de phrase ». Chez un auteur, on dira que c'est fait exprès et que c'est une anacolute, qui est, par exemple, le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, la face du monde en aurait été changée. Donc là, vous voyez bien que cette phrase est mal construite. Pourquoi? C'est évident, c'est pour mettre en évidence le nez de Cléopâtre. Donc, l'anacolute attire l'attention du lecteur sur un élément de la phrase. On a ensuite le chiasme. Qu'est-ce que le chiasme? C'est une construction croisée. Je vais vous montrer ça au travers d'un exemple. En haut s'amusent les dieux, les hommes pleurent en bas. Si vous regardez bien ces deux phrases, vous avez, si vous faites une petite croix, une similitude de construction. Donc le chiasme, il permet de renforcer une opposition ou d'insister sur le lien entre deux éléments. Donc là, en haut, en bas, les dieux, les hommes. Vous voyez bien le parallèle qui est fait entre les deux. Voilà pour les figures de construction. Passons maintenant aux figures d'opposition. La première, c'est l'oxymore. Il s'agit de deux contraires dans une même expression. Et on parle d'habitude, on donne comme exemple le clair-obscur ou alors le soleil noir. Vous voyez bien que les termes sont antithétiques, sont opposés. À quoi sert l'oxymore? Eh bien, elle permet de créer soit une réalité inattendue, soit une réalité nouvelle. Donc, elle est fréquente en poésie. Par exemple, soleil noir, on ne s'attend pas à ce qu'un soleil soit noir. Un soleil peut être lumineux, un soleil jaune, mais noir. Donc, vous voyez, il y a une image qui est créée qui va faire réagir le lecteur. Ensuite, on a l'antithèse. Qu'est-ce qu'une antithèse? Eh bien, c'est l'utilisation de contraires dans une phrase ou un texte. J'ai pris un exemple. Dehors, il fait froid. Dedans, il fait chaud. Vous voyez clairement que ici, j'ai deux antithèses. Dehors, dedans, froid, chaud. Que permet l'antithèse? Tout simplement d'attirer encore une fois l'attention du lecteur sur une opposition pour en montrer le caractère conflictuel, c'est-à-dire opposé, ou paradoxal. Alors, paradoxal, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez le comprendre dans mon exemple suivant. Un paradoxe, c'est une opinion contraire à l'opinion commune. Donc quand je dis le caractère paradoxal, c'est le caractère qui est inhabituel par rapport à ce qu'on croit d'habitude. Et donc je reviens à mon paradoxe, qui est une opinion contraire à l'opinion commune. Vous allez voir mon exemple. Si je vous dis « est riche celui qui n'a rien », au premier abord, vous allez vous dire « elle est complètement givrée ». Eh bien non, je sais tout à fait ce que je veux dire. Cela sous-entend que celui qui n'a rien est riche d'autre chose que les richesses ordinaires. Il est peut-être riche de bonheur, de sagesse. Vous voyez, j'ai une opinion qui est contraire à l'opinion commune. Et cela crée la surprise chez le lecteur. Vous voyez, votre première réaction, ça a été la surprise. Et ensuite, on réfléchit au sens que cela peut apporter. Enfin, on a l'antiphrase. L'antiphrase, c'est tout simplement quand on dit le contraire de ce que l'on pense. Et c'est la figure privilégiée de l'ironie. Donc on la trouve très souvent chez Voltaire, chez les auteurs des Lumières. Et l'antiphrase, elle permet de dénoncer vivement. Donc vous l'aurez souvent dans les textes de la littérature d'idées. Ensuite, nous avons les figures dites d'harmonie imitative. C'est-à-dire des figures de style qui s'intéressent plus au son. Il y en a deux à retenir. Donc, on a l'assonance.
qui est la répétition d'un son vocalique, d'un son voyelle. Je vous donne l'exemple bien connu de Verlaine. Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Donc, vous voyez bien que là, on a O, on, O, 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 O. Donc vous voyez bien que là, on a une répétition du son voyelle O. Et cela renforce l'impression de nostalgie de ces vers. Les sanglots longs des violons, vous voyez bien que ça renforce cette nostalgie. Donc ça renforce l'impression créée par le contenu. Vous avez la même chose pour le son consonne, mais cette fois-ci, on parlera d'allitération. J'ai pris un exemple célèbre aussi de Racine. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Donc vous voyez bien que là, le son renforce aussi l'impression créée par le contenu. Quand j'ai prononcé cette phrase, normalement, vous avez dû entendre le sifflement du serpent, avec la répétition du son consonne S. Alors, il y a un dernier procédé littéraire que je tenais à vous mettre dans ce cours, parce qu'il risque de vous être très utile au bac de français. C'est ce qu'on appelle la mise en abîme, l'effet de miroir. Qu'est-ce que la mise en abîme? C'est tout simplement le fait de placer dans une œuvre principale une autre œuvre du même type. Alors, par exemple, ça peut être quand vous regardez la télé et que vous voyez une télé dans la télé, c'est une mise en abîme. En littérature, c'est souvent au théâtre que l'on trouve ce procédé et on a ce qu'on appelle du théâtre dans le théâtre, c'est-à-dire quand il y a des petites scènes qui sont jouées à l'intérieur de la scène principale. On a aussi ceci dans le récit. Vous avez un récit général et à l'intérieur est inséré un autre petit récit. À quoi sert la mise en abîme? En fait, bon, elle peut susciter le rire, elle peut étonner, mais surtout, elle permet une réflexion sur la création littéraire, sur le genre. C'est pour ça que je tenais à vous faire voir cette figure de style, parce que très souvent, quand vous avez un extrait de théâtre ou même de roman, vous avez de la mise en abîme. Je vais à présent vous récapituler tout ça, parce que je sais que pour vous, c'était vraiment un point difficile à surmonter. Qu'est-ce que signifient les figures de style dans le texte? Donc, si vous avez une figure d'analogie, elle fait appel à l'imagination du lecteur, soit pour l'aider à mieux comprendre les propos, soit en piquant sa curiosité avec des analogies inattendues, soit en faisant naître tout un univers poétique, épique, c'est-à-dire qui est autour du héros, à partir d'images. S'il s'agit d'une figure d'amplification, c'est-à-dire d'exagération, elle cherche à attirer l'attention du lecteur sur le propos du locuteur, à exagérer pour donner plus de force à l'énoncé, soit pour persuader, soit pour se moquer. S'il s'agit d'une figure d'atténuation, souvenez-vous, l'euphémisme, ou encore la litote, elle cherche à adoucir l'énoncé par pudeur, par souci de bienséance, ou alors au contraire, à atténuer une réalité pour la rendre encore plus frappante. S'il s'agit d'une figure d'opposition, en fait, elle cherche à mettre en exergue, c'est-à-dire à souligner, deux éléments contraires ou antithétiques, c'est-à-dire contraires, pour frapper le lecteur ou pour dénoncer. S'il s'agit d'une figure de construction, elle va tendre à attirer l'attention du lecteur sur un point précis et à donner plus de force au sens. Enfin, s'il s'agit d'une figure sur les sonorités, elle cherche à créer ce qu'on appelle une harmonie imitative, c'est-à-dire à renforcer par le son l'impression que nous a donné le contenu. Donc là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir analyser les figures de style et ne plus faire de paraphrase.